du G-Communicus qu'on a animé aujourd'hui, le lundi 12 juillet, à la ferme de la Bousille. Donc, ici, vous avez les résultats des différents joueurs à la partie en monnaie dette, donc avec création monétaire par le crédit. Donc, vous avez la barre en orange, c'est on a compté tout ce que le joueur a produit dans ses vies, dans ses 1, 2 ou 3 vies, selon le nombre de vies qu'il a vécu. Et donc ça compte aussi les 4 cartes rouges de départ, ça compte ses pièces, ça compte toutes ses valeurs culturelles et autres, ça compte tout. Donc là, ce qu'on constate déjà en premier, c'est qu'il y a des disparités. On a une personne très riche, alors j'arrive pas à lire les prénoms, mais je pense que c'est Chris et Monica qui ont produit le plus de valeur, qui ont gagné. Bravo à eux, félicitations. Et en deuxième, vous avez Raphaël, qui s'est très bien débrouillé. Et on voit qu'en très plein, on a la moyenne. Donc la moyenne, ici, il y a 20. Alors vous verrez peut-être mieux sur... j'essaierai de donner les screens du graphe pour que on les rajoute à la captation, pour que vous voyez mieux les chiffres, parce que là, on les voit mal. Et là, c'est 20. Et donc, là, on doit être autour de 15 en valeur monétaire moyenne créée. On doit être autour de 15. À gauche, on met la moyenne. À droite, on met l'écart type. Alors ici, l'écart type, il doit être là, il y a 50, là, il y a 100, il doit être à 70%. Alors l'écart type, c'est un indicateur qu'on utilise en statistique pour mesurer les inégalités. Pas toujours, mais l'écart type, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Donc là, on voit qu'un écart type de 70%, ça veut dire que l'écart à la moyenne est 70%, c'est beaucoup. Ça veut dire que vraisemblablement, il y a pas mal d'inégalités quand même. On a aussi le seuil de pauvreté en pointillé, qui est à 60% du revenu médian. Et là, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 pauvres. Sur une population de 22 personnes, ça fait un tiers de la population. Ça veut dire que dans cette simulation-là, en tout cas, 33% de la population est pauvre. Voilà, c'est quand même beaucoup. Voilà. Et donc, forcément, on se dit, bravo Chris et Monica, ils ont gagné, c'est bien. Sauf qu'en fait, c'est la banque qui a gagné. C'est-à-dire que, donc, Chris et Monica, ils sont là. Ici, c'est la banque. Voilà. Donc, elle a produit plus de 300, on ne le voit même pas. Et on voit que la création de richesse moyenne, qui est donc toujours autour de 30, ici, un peu plus élevé grâce à la banque. La banque a contribué un petit peu à la création de richesse. On voit qu'on n'a que Chris et Monica qui sont à la moyenne, à la richesse moyenne, même un petit peu au-dessus, et Raphaël qui l'atteint tout juste. Tous les autres sont en dessous de la moyenne. Ça veut dire qu'on est dans un cas où on a 2 personnes sur 22 qui sont à la moyenne au-dessus. Et que 20 personnes sur 22, donc 80 à 90% de la population est en dessous de la moyenne. Ce qui montre qu'il y a beaucoup d'inégalités. C'est le cas aussi dans le monde euro, pour ceux qui vivent en zone euro, la masse monétaire moyenne doublée, c'est dans les 70 000, 80 000 euros par citoyen européen. Moi je ne les ai pas, je ne suis pas à la moyenne, je ne sais pas vous. Mais, donc en réalité, si on prend tout en compte, très peu de gens sont à la moyenne. Et on a toujours un seuil de pauvreté, et cette fois-ci on voit qu'on a une bonne moitié de la population qui est en dessous ou près du seuil de pauvreté. Donc en réalité, si on prend en compte la banque, ici on a plutôt 50 à 60% de pauvreté, ce qui est vraiment énorme. C'est un petit peu la misère. Donc ça c'était la partie en monnaie dette. Donc maintenant on va regarder ce qui s'est passé en monnaie libre. Donc ici en vert ce sont ce qu'on produit, donc pareil qu'en orange tout à l'heure, c'est le bilan de toutes les vies de chaque joueur. Donc ici nous avons par exemple, alors j'arrive pas à lire son prénom, je crois que c'est Eric. Eric a gagné la partie en monnaie libre. Bravo à Eric. Oui. Il a produit, donc là on voit que c'est 20, là c'est 40, donc c'est 52. Il a produit 52 unités au total en monnaie plus valeur, ce qui est quand même beaucoup. Mais là on remarque qu'on a quand même beaucoup de gens au-dessus de la moyenne. La moyenne elle est
La moyenne, elle est ici autour de 25. On voit que la moyenne, elle est plus élevée qu'en monnaie dette. En monnaie dette, on était autour de 20 sur la banque, je crois. Donc on voit qu'il y a plus de richesse en moyenne pour tout le monde. Donc il y a quand même des riches et des pauvres en monnaie libre. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Mais des pauvres, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, sachant qu'on a un biais dans ce jeu-là, c'est qu'on a un fil G qu'on a inscrit au tout début et qui en fait n'a pas participé du tout. Donc tout ce qu'il a, c'est son début de départ. Donc je vais en compter 4, on va dire. Mais même 4 ou 5 sur 22, ça fait 20 à 25% de pauvres, c'est beaucoup. J'ai fait beaucoup de parties de Géconomicus, j'ai dû en animer une vingtaine, même plus, je ne sais plus. Et généralement, j'ai plus 10-15% de pauvres. Là, on en a 20%, c'est beaucoup, mais c'est parce qu'on a eu 2 ruptures technologiques. On a eu notamment une rupture technologique au dernier tour, 1 minute 30 avant la fin, 2 minutes avant la fin. Et ça a rendu beaucoup de gens un peu plus pauvres parce qu'ils échangeaient des valeurs qui valaient plus rien avec la rupture technologique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'animer le Géconomicus. Moi, j'ai choisi d'animer une variante strict où en cas de rupture technologique, les anciennes valeurs, elles valent 0. Ce qui fait qu'en cas de rupture technologique, les gens qui échangeaient sur des valeurs basses, ils perdent beaucoup. Il y a des gens qui jouent une variante où on peut échanger 2 anciennes cartes vers une nouvelle carte de valeur basse, ce qui fait qu'il y aurait moins de dégâts. Là, comme j'ai choisi que toutes les valeurs basses, elles valaient 0 en cas de rupture technologique et qu'il y en a eu 2, ça a appauvri pas mal de gens. Ce qui explique qu'on a un taux de pauvreté plus élevé que dans les autres Géconomicus que j'ai pu faire. Donc là, pour moi, c'est un peu plus une anomalie statistique. Pour autant, même 20-25%, c'est beaucoup moins que les 60% de la monnaie dette. Donc même avec ces anomalies, on a 3 fois moins de pauvreté, et je pense que dans la réalité, nous, la rupture technologique, elle est abrupte, on dit qu'il y a une nouvelle valeur, l'ancienne, elle vaut 0 tout de suite. En réalité, les anciennes valeurs, elles perdent de la valeur petit à petit. Quand le DVD arrive, la VHS, elle perd de la valeur petit à petit quand même. Il y a encore des gens qui l'échangent. Quand le téléphone portable arrive, il y a encore des gens qui ont des fixes, bon, même s'il y en a moins. Et là, c'était 0 d'un coup, c'était un peu radical. Bon. Peut-être que la prochaine fois, je ferai plus 0 d'un coup. Du coup. Pour autant, on voit l'écart type. L'écart type, ici, on le lit à droite. Il est à 40 et quelques pourcents, 45-47%. Là, pareil, c'est beaucoup. C'est plus que toutes les parties de Géconomicus que j'ai faites. D'habitude, on a un écart type autour de 20-25%. Là, on monte à 47%. Pareil, je pense que c'est dû aux 2 ruptures technologiques et au fait qu'il y a une personne qui n'a pas joué du tout. Mais ça reste moins qu'en monnaie dette où on était aux 70% d'écart type. Donc, on a, même avec une partie où on a des gens qui n'ont rien foutu et des règles assez dures, on a quand même beaucoup moins d'inégalités qu'en monnaie dette. On peut au moins tirer ce constat-là. C'est-à-dire, il semblerait qu'en monnaie dette, il y ait moins d'inégalités qu'en monnaie dette, première observation. Deuxième observation, la nationalité en moyenne semble plus élevée. Donc tout le monde est un peu plus riche en moyenne. Et même s'il y a un peu de pauvreté, il y a moins de pauvres, et la plupart sont quand même proches du seuil de pauvreté, ils ne sont pas dans une misère absolue. Voilà ce qu'on peut voir. Alors maintenant, on peut essayer d'afficher les deux sur un même graphe. Hop, voilà. Donc là, on a un graphe global où on affiche en rose la valeur que vous avez pu produire en technologie en monnaie dette et en vert en monnaie libre. On observe que, sauf quelques rares exceptions, la barre verte est souvent plus élevée que la barre rose. Ça veut dire qu'en monnaie libre, vous allez produire plus de valeur économique. Donc en moyenne, tout le monde est un peu plus riche. Tout le monde, vous êtes sûr? Est-ce que tout le monde est vraiment plus riche en monnaie libre? Pas la banque. Pas la banque. Elle n'existe pas. Ouais, la banque, elle est très riche en monnaie dette, mais ça revient. Ça arrive à la fin de la bougie, des fois, c'est pas grave, on va. Donc, sur l'écran, c'est revenu en tout cas. Sur l'écran, ça y est, parce qu'il y a la batterie. Donc la banque, oui, généralement la banque, est-ce qu'elle a intérêt à ce qu'on passe en monnaie libre? Non. Bon, est-ce que la monnaie libre, c'est mieux pour tout le monde? Sauf pour la banque. Sauf pour la banque. Voilà. Donc la monnaie libre, c'est mieux pour nous, mais pas pour les banquiers. Donc, si on demande aux banquiers de passer en monnaie libre, est-ce qu'ils vont vouloir? Non. Voilà, donc est-ce qu'on doit attendre qu'ils le fassent pour nous? Voilà.
pour ceux qui ne veulent pas attendre que les banquiers et le gouvernement fassent à la monnaie libre à notre place, il y a une expérimentation qui s'appelle la June, qui a été lancée il y a 4 ans, et c'est des gens comme vous et moi qui essayent de le mettre en place eux-mêmes. Vous le savez, parce qu'ici on est à l'université d'été de la June, mais bon, d'habitude, ce que j'ai connu tous, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la June. Bon, bah voilà, merci de votre attention. Le peu de captation qu'il y a eu sera enregistré et mis sur le forum, sans doute. Mais vu qu'il y a eu une coupure de courant, ça va être compliqué. Il y a un truc qu'on n'a pas fait. Que je fais d'habitude dans le J'économie que j'anime, mais là on n'a pas eu le temps. D'habitude, je prends le temps, mais j'anime pour 10 à 15 jours, là vous étiez 22, c'est beaucoup. D'habitude, je prends le temps de demander les ressentis de chacun, son retour sur comment il a vécu le jeu, comment il a vécu les deux parties. Donc là, comme on était beaucoup, on n'a pas pu prendre ce temps-là, mais peut-être que là, s'il y en a certains qui veulent faire part de comment ils ont vécu le jeu, peut-être on peut prendre un temps maintenant pour ça, si c'est OK par rapport à Nadia et la programmation. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'aborder ces... Je trouve que c'est vraiment ce qui est chouette dans le jeu Convécu, c'est ce qu'on vit intérieurement pendant les deux parties. C'est vraiment intéressant de le partager. On a encore quelques minutes. On peut prendre 5-10 minutes. OK, super. Ben voilà, s'il y en a qui veulent... Ouais, moi c'est juste une question aussi. Dans la première partie, à aucun moment en fait j'ai été voir la banque, j'ai fait aucun emprunt. Est-ce que ça dans le jeu on voit un impact? Et parce que du coup ça forcément ça ajoute. Du coup apparemment c'était moi ce que j'ai suivi, c'est que du coup je suis quand même le deuxième dans le premier jeu. Et en n'ayant jamais emprunté à la banque, j'ai quand même réussi. Et vous non plus? Ah bah voilà, donc les deux qui n'ont pas emprunté en fait. C'est une très bonne remarque. Effectivement, dans une économie sous monnaie dette, comme notre économie actuelle, ceux qui empruntent à la banque apportent la monnaie dont les autres ont besoin pour échanger. Et en fait, ceux qui empruntent, souvent, ce n'est pas les plus riches. Ils ont l'impression d'être riches parce qu'ils ont beaucoup de monnaie, mais en fait, ils ont beaucoup de dettes. Et donc, si on déduit la dette de ce qu'ils possèdent, en fait, certains sont plus pauvres que vous et moi, alors qu'ils ont des crédits de je ne sais pas combien à la banque. En monnaie, en tout cas. En monnaie. Parce qu'on prend en compte uniquement ici, dans le jeu, on prend en compte uniquement la richesse en monnaie et pas la richesse en patrimoine. Si on rajoute ça, certains sont endettés plus de ce qu'ils possèdent, mais ont beaucoup de patrimoine, en garantie qu'ils peuvent revendre, donc ceci explique cela. Mais effectivement, si le patrimoine n'existe pas, si on dit qu'il n'y a pas de propriété, que personne ne peut être propriétaire et qu'il n'y a que la monnaie, effectivement, ceux qui empruntent, ce n'est pas le plus intéressant pour eux. Ils vont aider les autres, mais à leur propre détriment. Effectivement. Oui, dans la deuxième version du jeu, pourquoi on a changé la valeur des cartes? Enfin, pourquoi c'était le triple et pourquoi on n'a pas regardé la même chose alors que moi j'aurais dit on change le minimum de paramètres dans le truc pour comparer? Justement, c'est pour en changer le minimum, c'est pour avoir un prix relatif des cartes équivalent. Un prix relatif, ça veut dire un prix en pourcentage de masse monétaire moyenne, en M sur N. C'est-à-dire qu'en monnaie dette, la banque fait ce qu'il faut pour que tu aies environ 2,33 unités de monnaie par joueur. Et en fait, quand tu en as 7 en moyenne en monnaie libre, tu en as 3 fois plus, il faut multiplier par 3 les prix. Et en fait, comme la masse monétaire est 3 fois plus élevée, forcément les prix sont triplés. Sinon, tu vas avoir des choses tellement peu chères que le pouvoir d'achat n'est pas équivalent. Donc quand tu veux comparer, c'est comme quand on compare deux économies, on ne compare pas les prix, on compare par exemple le nombre de journées de travail pour acheter quelque chose, parce qu'il faut prendre en compte que les masses monétaires ne sont pas les mêmes, que les coûts de la vie ne sont pas les mêmes, etc. Donc il faut réadapter. Si on ne réadapte pas le prix, c'est pas juste tout le monde a plus de monnaie, c'est le même prix, forcément on va produire beaucoup plus. Non, c'est pas vrai. En réalité, si demain tout le monde crée de la monnaie, oui, les prix vont augmenter. Si demain, je ne sais pas, Christine Lagarde, elle pète un boulon et elle dit bon allez, demain on applique la TRM comme je utilise une porte-pôle et tout le monde a un DU qui est calculé conformément à la TRM, les prix vont augmenter, ça c'est normal. Mais ce que montre le J'économie+, a priori, c'est que même avec des prix qui augmentent, tant qu'ils restent en relatif, en pourcentage de masse monétaire moyenne du même montant, les gens sont quand même plus riches en moyenne et il y a quand même moins d'inégalités. C'est ce que ça montre. Oui, non, moi, juste ce que je veux dire, c'est juste partager le ressenti. Et c'est vrai qu'au premier jeu,
D'abord, c'était stressant, c'est vachement plus stressant. Et j'ai eu le sentiment de travailler uniquement pour payer des intérêts. Moi, j'avais emprunté, j'avais fait du crédit. Je me suis dit, c'est ça le jeu, je vais emprunter, puisque pour acheter, j'ai besoin d'argent. Donc, j'avais fait du crédit. Et j'ai passé mon temps à essayer de rembourser le crédit. Et puis, après, j'avais pas assez, donc on me prenait ce que j'avais gagné. Et ce qui fait que je suis arrivé à la fin où j'avais plus rien. Et pourtant, j'avais beaucoup échangé. Dans le deuxième jeu, c'était d'abord beaucoup plus cool, on échangeait, c'était vachement plus sympa, on échangeait, et plus j'échangeais, plus j'en avais. Et plus j'en avais, plus je pouvais échanger, et plus finalement c'était vachement fluide. Et d'ailleurs je suis arrivé le premier, je suis le premier surpris, parce que j'avais pas l'impression d'avoir gagné tant que ça, ou pas tant que ça. J'ai pas du tout essayé de courir, et pourtant, a priori, mais je suis mort une fois. Alors c'est vrai que j'avais un moment où j'avais beaucoup, donc c'est ça qui a dû compter. Et à la fin, je me suis refait, j'ai refait des trucs, mais à chaque fois quand ça allait pas, parce que je suis allé en prison aussi au premier et tout, et à chaque fois, donc il fallait que je travaille plus pour les intérêts et tout ça. Là, bon, c'est pas grave, j'ai les prisons, les machins, et à chaque fois ça se refaisait et je recevais de nouveau. C'était beaucoup plus cool, voilà. Merci. D'autres personnes veulent partager leur ressenti de la partie? La facilité et la rapidité des échanges dans la deuxième partie en monnaie libre, c'est juste fulgurant comparé dans le monde de la monnaie dette où justement on était quand même, il y avait très peu de gens finalement qui ont fait des crédits auprès de la banque. On a tous, peut-être c'est nos mentalités ici forcément s'y prêtent, on n'avait pas envie de faire de crédit quoi vraiment, mais du coup pour échanger dans la monnaie dette c'était compliqué et long, bon, alors que là en deuxième partie dans la monnaie libre ça va à 200 à l'heure et ça fuse et on a toujours pu tous échanger. Il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu de verrouillage. Alors que la première partie en monnaie dette, de temps en temps, ça cafouillait. On était un peu bloqué pour certains, on ne savait plus comment s'y prendre. C'était compliqué. Là, c'était fluide, ça allait très très vite, quoi. Il y avait énormément d'échanges en fait tout le temps, quoi. Et ça aurait pu durer comme ça, je pense, très longtemps, quoi. Voilà. D'accord, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres ressentis à partager ou des questions sur le jeu et sur le compromis? Moi, c'était juste une remarque par rapport au banquier. Finalement, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Je pense que le fait d'avoir une autre monnaie, ça permet d'augmenter son pouvoir d'achat. Et je pense que le fait de lui payer les intérêts et de rembourser le capital, au début, il doit être content, je pense, le banquier. Enfin, ça, c'était une réflexion par rapport à ce que... Oui, moi c'est peut-être des questions naïves, hein, je suis désolé, mais sur le banquier, en fait, comment il devient riche? Parce que quand on lui rembourse l'argent qu'il a créé au moment du crédit, si je comprends bien, il y a un moment, il me semble que vous avez dit que tu détruisais quelque chose. Et tu détruis quoi? Le principal. Donc il garde les intérêts, c'est une pile d'intérêts qu'on voit, d'accord. Oui. Quand vous C'est faites un l'intérêt qui crédit reste. à la banque, donc vous empruntez par exemple 100 000 € pour acheter votre maison, la banque écrit sur votre compte 100 000, alors qu'avant il y avait zéro, c'est une création. Et tous les mois vous remboursez d'abord les intérêts, donc vous allez peut-être rembourser, si j'avais sur 20 ans, vous allez être remboursé en réalité 130 000. Donc les 30 000 premiers euros que vous remboursez, c'est des bénéfices pour la banque. Et ensuite, tous les remboursements futurs, chaque mois elle le détruit. Et elle est prise sur un compte à part, et ça descend jusqu'à ce que ça redescende à zéro. Donc effectivement, c'est une pile d'intérêt, c'est exact. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de crédits, mais ce n'est pas que des intérêts, parce qu'on a aussi de la banque d'investissement. Ouais. Les banques, elles ont deux types d'activités, il y a la banque de crédit et la banque d'investissement. Donc la banque de crédit, son seul profit, c'est les intérêts. Et la banque d'investissement, qu'est-ce qu'elle fait? Avec ces intérêts-là, elle va les investir. Et à un moment, en milieu de partie, la banque faisait des carrés également. Avec les intérêts qu'elle avait obtenus, de par ses saisies, elle investissait, elle faisait des carrés. Et donc là, c'est la pile des intérêts et des investissements faits par la banque sur ces intérêts. Et de la saisie des biens quand on n'arrivait pas à rembourser. Non, parce que cette saisie, en réalité, c'est pareil, c'est de l'intérêt plus du principal. La partie saisie qui correspond au principal est détruite et la partie saisie qui correspond aux intérêts va être revendue ou rachetée, mais c'est quand même des intérêts qui sont... c'est revendu. Je suis fatigué, excusez-moi. Investis, voilà, exactement. Et c'est le cas dans la vraie vie aussi. Si vous avez, je ne sais pas, 2 000 € sur votre compte en banque, en réalité, il n'y a pas 2 000 € qui dorment quelque part. En réalité, la banque, elle a investi ses sous. En fait, les sous sont sur votre compte en banque, vous ne les avez pas. La banque, elle les a investis sur les marchés financiers, sur la bourse, alors, etc.
Et c'est pour ça que quand vous voulez faire un gros retrait, les banques vous disent prévenez-nous 48 heures avant ou 70 jours avant si vous voulez retirer plus de 3 000 ou 4 000 euros. Parce qu'en fait, ils ne les ont pas. Et si vous voulez faire un gros retrait, ils vont devoir emprunter sur les marchés la monnaie correspondante pour vous la donner. Parce qu'en réalité, votre argent qui est à la banque, ce n'est pas votre argent, il a été investi sur les marchés financiers, vous ne l'avez plus. Et d'ailleurs, si demain votre banque elle fait faillite, votre argent, vous pouvez vous asseoir dessus. Bon, il y a des garanties par l'État, etc. Mais s'il y a trop de faillite, vous ne pouvez pas de garantie. Donc voilà, la monnaie de dette gérée par les banques, on n'en est pas vraiment propriétaire. Alors que dans le cas de la June, par exemple, quand vous possédez des Junes sur votre compte, vous en êtes vraiment le seul propriétaire. Le système ne va pas les investir quelque part, il ne peut pas, c'est pas possible. Donc quoi qu'il arrive, faillite ou pas faillite, fin du monde ou pas fin du monde, vos Junes, c'est toujours vos Junes et il n'y a que vous qui, à part un arrêt complet du réseau, mais voilà, je ne comprends pas trop, c'est très évident. Donc il y a cette différence-là aussi de souveraineté sur la monnaie. On utilise tous les jours une monnaie qui ne nous appartient pas finalement. On n'a pas de contrôle. Demain, vous voulez retirer au distributeur, ça marche. Après-demain, pour que ça ne marchera pas. Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement peut-être pourquoi dans la deuxième ronde le dividende universel, des fois on nous retirait de l'argent. Alors j'ai compris que c'était une question de moyenne, etc. Mais comment ça s'applique comparé au système qu'on connaît de la June? En réalité, dans le G-Economicus, il y a deux façons de le jouer. En fait, on fait des tours de 8 ans. Donc le dividende universel, il a un taux de croissance de 10% par an. Et donc si vous faites 10% par an fois exposant 8 pour 8 ans, donc c'est fois 1,1, fois 1,1, fois 1,1, 10 fois, ça donne environ 100%. Donc ça fait environ fois 2. Donc, dans une monnaie libre avec un taux de 10% par an, le montant du dividende universel, il va doubler tous les 8 ans. Pour une population stable en tout cas. Donc nous, on faisait des tours de 8 ans, donc tous les 8 ans, le DU doublait. On est limité en nombre de pièces, donc on ne peut pas vous donner un début de 7 au début, on aurait dû vous donner un début de 14 à la fin du premier tour, puis un début de 28 à la fin du deuxième tour, puis c'est pas possible, le nombre de pièces grandit trop. Donc on fait un truc mathématiquement équivalent, et là il y a deux façons de faire pour les économies. Soit on dit, on fait une rotation des valeurs des billets, c'est-à-dire, je fais une classique, au lieu d'avoir des pièces 1 et 3, vous avez des pièces qui valent 1, 2 et 4, et à chaque tour, les couleurs tournent. C'est comme ça que moi j'ai joué la première fois, c'est comme ça que j'ai animé au début. Et en fait, c'est très difficile pour les joueurs parce qu'à chaque tour, les valeurs des pièces elles changent, et c'est compliqué, on est perdu. Donc là, on fait une variante qui a été inventée par G2, qui a fait le logiciel que j'utilise aussi, où en fait, c'est le logiciel qui va faire la rotation lui-même des pièces et qui va calculer combien vous devez avoir. Donc le calcul qu'il fait, c'est très simple. Le DU vaut 7, il prend votre solde actuel, il fait plus 7 pour ajouter le DU, puis il divise par 2. Par 2. Voilà. Donc si vous aviez 7, plus 7 sur 2, vous êtes toujours à 7. Par contre, si vous aviez 10, ou si vous aviez 11 par exemple, plus 7, 18 sur 2, 9, et vous passez de 11 à 9. Vous avez une dévaluation monétaire. En tout cas, c'est une attraction vers la moyenne. Divisé par 2. Vous avez peut-être vu certaines courbes où il y avait Alice et Bob, un méchant un cours et qui convergent vers la moyenne. En fait, ce que vous avez expérimenté, c'est la convergence vers la moyenne. Dans une monnaie libre, en tout cas une monnaie pleine, la June, ça ne sera pas avant 40 ans, mais dans une monnaie libre pleine, il y a une masse monétaire moyenne qui est autour de 10 ans de DU, donc ça doit être environ 3700 DU. Un jour, la June, si dans 40 ans la June est toujours là, il y aura une masse monétaire moyenne autour de 3700 DU. Et si vous êtes en dessous, le DU vous rapprochera de cette moyenne. Et si vous êtes au-dessus, votre solde semblera baisser en DU. Alors qu'en quantitatif, en nombre de Junes, il augmentera toujours, vous aurez toujours plus de Junes sur votre compte, mais exprimé en nombre de dividendes universels, ça fera moins. Et comme nous, dans G-Economicus, on échangeait en dividendes universels, et puis les cartes étaient en DU et pas en Junes, c'était en relatif et pas en quantitatif, on a l'impression que notre solde diminue. Alors qu'en réalité, c'est juste en relatif, on est proche de la moyenne. Messieurs, dames, je crois qu'on va les questions se terminer. Il y a une conférence qui suit juste là, donc si vous voulez rester le temps que Régis se prépare, c'est possible. Si vous voulez prendre un verre, c'est possible. Sachez que tout de suite, C'est une conférence sur quoi? C'est quoi cette conférence? Alors, et la programmation